général, que l'on appelle des adénomes. Donc ces adénomes sont fréquents, en particulier à partir de 60 ans. Donc on estime qu'il y a à peu près un sujet sur 3 de plus de 65 ans qui présente au moins un adénome. Et le risque, en fait, de développement d'un adénocarcinome sur un adénome est particulièrement élevé lorsque cet adénome, lorsque la taille de cet adénome dépasse 1 cm. Et donc ces adénomes présentent de manière constante des lésions que l'on appelle des lésions dysplasiques. Et la définition d'une lésion dysplasique, c'est une lésion acquise due à une anomalie de la maturation d'un tissu à renouvellement rapide. La muqueuse colique est un tissu à renouvellement rapide. Comme la peau, les glandes se renouvellent régulièrement. Et donc ce tissu à renouvellement rapide va être à l'origine de lésions acquises qui va être à l'origine de cette prolifération glandulaire. Alors l'adénome, il ne va pas immédiatement se transformer en cancer. On estime en règle générale qu'il faut au moins une dizaine d'années pour que cet adénome se transforme en cancer. Alors quel aspect présentent ces adénomes sur le plan macroscopique, endoscopique? Eh bien, ils se présentent sous la forme d'un polype. Alors la définition d'un polype, c'est une formation circonscrite sessile ou pédiculée saillant dans la lumière intestinale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de boule qui va végéter au-dessus de la muqueuse colique. Donc, et on introduit deux mots ici, sessile et pédiculé. À quoi ça correspond? Eh bien, sessile, c'est une lésion qui est plutôt plane, qui est avec une base d'implantation large, que vous voyez ici. Alors que le polype pédiculé, il y a un pédicule, donc il y a ce qu'on appelle un pied qui est visible ici. Et ce pied, eh bien, au bout de ce pied, vous avez ici l'adénome qui est représenté ici par une tête, d'accord? Donc vous avez la tête du polype et le pied du polype, d'accord? Donc ça, c'est l'aspect des polypes. Ils peuvent être sessiles ou pédiculés. Alors, il faut bien comprendre que le terme de polype, c'est qu'un terme macroscopique. C'est qu'en fait, ça ne préjuge pas de sa nature histologique. Donc, le plus souvent, le polype correspond à un adénome, mais ça peut correspondre à une autre entité histopathologique. En particulier, ça peut correspondre à une tumeur conjonctive bénigne musculaire lisse que l'on appelle des léomyomes. Et ça peut correspondre aussi, lorsque c'est un polype de nature épithéliale, à un polype hyperplasique. Donc tous les polypes ne correspondent pas à des adénomes, mais dans la très grande majorité des cas, le polype correspond à des adénomes. Donc voilà, c'est pour comprendre que le terme de polype n'est qu'un terme macroscopique, endoscopique, et donc il faut une analyse histopathologique pour dire que ce polype correspond bien à un adénome. Et donc la lésion précancéreuse qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les adénomes. Et ce qu'on appelle un polype malin, eh bien, c'est un terme un petit peu inapproprié pour dire qu'il s'agit en fait d'un adénome au sein duquel s'est développé un cancer, un adénome dégénéré en cancer. Alors ces adénomes, ils peuvent se présenter. Comment ils se présentent sur le. Donc là, on a vu l'aspect des adénomes sur le plan macroscopique, endoscopique, et comment ils se présentent sur le plan histologique. À quoi correspond, lorsqu'on analyse sur le plan histopathologique, cette tête de polype ou ces polypes sessiles? Eh bien, on distingue deux types d'adénomes. Donc, je vous ai dit que ça correspond à des tumeurs bénignes mais précancéreuses. Ils peuvent être pédiculés ou sessiles. Et sur le plan histopathologique, on va distinguer deux types d'adénomes. Les adénomes tubuleux, qui sont là, qui sont faits en fait de tubes adossés les uns aux autres, une prolifération de glandes, avec une mucosécrétion diminuée, avec une dédifférenciation, c'est-à-dire que vous avez en fait progressivement, les glandes perdent progressivement la capacité de produire du mucus, c'est ce qu'on appelle la dédifférenciation, puisqu'à l'état normal, ces cellules coliques produisent du mucus. Ça, c'est l'adénome tubuleux. Et l'adénome vileux, c'est ça, ce ne sont pas des glandes, mais ce sont en fait des axes conjonctifs grêles qui sont recouverts d'une couche de cellules épithéliales également atypiques mucosécrétantes. Donc adénome vileux, adénome tubuleux, puis vous avez souvent un aspect mixte, c'est-à-dire que vous avez à la fois la prolifération glandulaire et des axes conjonctifs ici en surface, donc on l'appelle l'adénome tubulo-vileux. Donc retenez ces deux entités de polypes, d'adénomes, qui en fonction de la composition de la prolifération glandulaire va correspondre à ces entités différentes. Alors quelques images pour illustrer mon propos.
Muqueuse colique normale, vous reconnaissez ici les glandes avec les cellules caliciformes, un aspect normal. Vous voyez ici un adénome tubuleux. En fait, vous voyez ici que les glandes sont beaucoup plus irrégulières à la fois en taille, il y en a des petites, des grandes, et que les noyaux, en fait, lorsque vous allez grossir sur la composition de ces noyaux qui bordent ces glandes, vous voyez que les noyaux sont beaucoup plus atypiques que les glandes normales. C'est-à-dire que ces noyaux sont augmentés de taille par rapport à la glande normale. Ils sont plus volumineux, ils ont des nucléoles plus importants, et puis vous voyez que le cytoplasme, eh bien, vous n'avez plus tellement de mucosécrétion. Et puis vous avez des mitoses qui remontent à l'intérieur de l'épithélium. Ça veut dire que l'épithélium prolifère anormalement et est à l'origine donc de cette prolifération glandulaire. Donc ça, c'est l'aspect caractéristique de ce qu'on appelle un adénome tubuleux. Donc adénome tubuleux, il va être en dysplasie puisque vous avez des atypies des noyaux et on va parler d'adénome tubuleux en dysplasie de bas grade, adénome tubuleux en dysplasie de haut grade en fonction de l'importance des anomalies nucléaires avant d'arriver à un cancer. Alors l'autre adénome, c'est l'adénome vileux. Là, vous avez un aspect macroscopique de l'adénome vileux, ça donne un aspect chevelu à la muqueuse. Et cet aspect chevelu de la muqueuse que vous retrouvez ici sur une vue frontale, ici sur une vue sagittale, elle est liée en fait à ces expansions d'axes conjonctifs, vous voyez, qui sont bordés par des cellules ici, comme je vous ai montré pour l'adénome tubuleux, dont les noyaux sont atypiques avec une mucosécrétion qui est plus ou moins diminuée. Donc ça, c'est l'aspect différent qui correspond à l'adénome vileux, mais ces deux entités prédisposent à la survenue du cancer. Alors je vous l'ai dit, tous les adénomes ne vont pas évoluer vers un cancer. Ce sont surtout les plus gros qui vont évoluer vers un cancer. Si on prend 1000 adénomes de petite taille de 5 mm, il n'y en a que 100 qui vont évoluer vers un adénome de 1 cm, d'accord? Et 25 qui vont se transformer en cancer. Donc en fait, c'est vraiment les adénomes de plus de 1 cm qui sont importants dans l'évolution vers la carcinogénèse. Et c'est ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on attache beaucoup d'importance aux adénomes avancés, qui sont définis soit par la taille, c'est plus de 1 cm, soit par l'existence d'une dysplasie que l'on appelle une dysplasie de haut grade, c'est-à-dire que vous avez des anomalies cytopathologiques avancées marquées qui prédisposent au cancer, et soit l'aspect vileux, les adénomes vileux ont plus de propension à se transformer qu'un adénome tubuleux. Donc vous voyez, tous les adénomes de petite taille ne vont pas évoluer vers un cancer, ce sont surtout ceux qui sont une taille de plus de 1 cm ou qui renferment un contingent de dysplasie de haut grade ou un contingent vileux. Alors, une fois qu'on a vu l'adénome, cet adénome, il va se transformer. C'est l'adénome dégénéré. Et l'adénome dégénéré, vous avez ici un adénome. Vous avez ici les glandes normales. Vous retrouvez ici les glandes normales en périphérie. Puis vous voyez ici, là, sur 2 à 3 cm, vous avez en fait une prolifération glandulaire qui correspond à un adénome tubuleux. Et bien cet adénome tubuleux, il va pouvoir dégénérer, il va évoluer vers un cancer qui va, vous voyez ici, vous avez une coulée tumorale qui va pénétrer à l'intérieur de la musculaire muqueuse et s'étendre dans la sous-muqueuse. Ça, c'est un cancer précoce. C'est un T1, c'est-à-dire qu'il va infiltrer la sous-muqueuse. Vous voyez bien ici la différence qu'il y a entre un adénome et ici un adénocarcinome avec cette coulée tumorale qui va s'étendre dans la sous-muqueuse. Alors ça se présente comment sur le plan morphologique? On avait déjà vu tout à l'heure. Ici, vous avez un autre exemple macroscopique. Vous avez ici un polype pédiculé que vous avez ici. Donc souvent, il y a des polypes en périphérie des tumeurs parce que c'est, comme je vous l'ai dit, il y a une filiation entre ces deux lésions. Un polype pédiculé avec cette tête rougeâtre qui correspond à l'adénome. Et ici, vous avez un cancer qui occupe le quart de la circonférence. C'est une tumeur ulcéro-bourgeonnante, ulcérée dans sa partie centrale, bourgeonnante en périphérie. Et ça, c'est l'aspect caractéristique des cancers du côlon. Alors là, vous voyez que cette tumeur, elle n'occupe pas l'ensemble de la circonférence, donc la traduction clinique est parfois assez peu bruyante. C'est la raison pour laquelle, en fait, une grande partie de ces cancers sont découverts à un stade quand même assez évolué, aboutissant donc à des phénomènes de constipation, voire d'occlusion intestinale. Il n'est pas rare de découvrir un cancer du côlon devant une occlusion. Donc c'est une situation de semi-urgence et vous avez un patient qui se présente avec une occlusion et c'est à l'occasion de cette occlusion qu'on va découvrir que l'obstacle est d'origine tumorale.
Alors, quelques images de cancer sur le plan histopathologique, hein. Ici, vous avez l'aspect du cancer, c'est-à-dire que la prolifération n'est plus limitée à la muqueuse. Vous avez en fait une infiltration de la surface vers la profondeur sur l'ensemble ici de la paroi colique. Ici, vous retrouvez la musculeuse, et bien, la tumeur elle a pénétré à l'intérieur de tous les plans de la musculeuse et va s'étendre progressivement dans la sous-séreuse. Alors, à plus fort grandissement, le cancer, toujours pareil, il reforme des glandes, mais les glandes sont atypiques. Et vous avez ici ces glandes de taille variable. Et vous voyez qu'en périphérie, ce qu'on appelle le front d'invasion tumorale, c'est-à-dire la partie toute profonde de la tumeur, souvent vous avez des cellules qui sont un peu plus agressives, qui ont tendance à être de plus petite taille et qui commencent à s'infiltrer sous la forme de petits amas et non plus sous forme de glandes, traduisant l'agressivité de la tumeur sur le front d'invasion de proche en proche de cette prolifération tumorale. Donc je vous ai parlé donc, de ces différents stades en fonction du degré d'extension en profondeur de la tumeur. Et plus la tumeur progresse à l'intérieur de la paroi colique, plus le risque de dissémination métastatique ganglionnaire va être élevé. Donc là, notre but, c'est d'identifier la tumeur, bien sûr, sur une résection chirurgicale. Et après, c'est d'aller repérer l'ensemble des ganglions présents dans le tissu adipeux qui est présent en périphérie de ce segment digestif pour les analyser sur le plan histopathologique pour voir s'ils renferment ou non des cellules tumorales. Et ici, vous avez une image d'un ganglion qui est fait d'un tissu lymphoïde, comme vous le voyez ici, et à l'intérieur duquel on va retrouver des amas de cellules tumorales. Donc on va dire qu'ici, le statut du ganglionnaire n'est plus N0, mais N1, parce qu'il y a au moins un ganglion métastatique. Il y a la deuxième phase, c'est une fois que les cellules vont disséminer à l'intérieur des ganglions, le deuxième relais, ça va être le plus souvent la métastase hépatique, puisque vous savez que le sang va être drainé par la veine porte vers le foie, et donc les cellules tumorales vont se migrer par l'intermédiaire de ce système porte au niveau du foie, qui sera le premier relais qui va être touché par ces cellules tumorales. Et il n'est pas rare non plus d'identifier des cancers du côlon au stade de métastase hépatique, puisque la première étape dans un cancer du côlon également, c'est de faire un scanner ou une IRM pour identifier au niveau du foie, savoir s'il existe des métastases au moment de la découverte de ce cancer du côlon qui va modifier la thérapeutique. Puisque on ne va pas prendre un cancer du côlon de la même façon lorsqu'il est sans métastase hépatique par rapport à un autre côlon qui s'accompagne de métastase hépatique. On aura plutôt tendance à faire de la chimiothérapie d'emblée chez un patient qui présente un cancer du côlon avec métastase hépatique, alors que le premier, sans métastase hépatique, fera l'objet d'une chirurgie première. Donc voilà un petit peu l'évolution morphologique de la séquence d'une lésion précancéreuse mais bénigne qui va évoluer vers une transformation maligne sous la forme d'un adénocarcinome et l'extension loco-régionale puis à distance. Alors quelles sont les données génétiques qui accompagnent cette prolifération tumorale? C'est la deuxième partie de ce cours. Quel est l'intérêt de mieux comprendre les anomalies génétiques? C'est de mieux comprendre la carcinogénèse de coliques, comprendre pourquoi les cellules sont dérégulées, qu'est-ce qui amène à la dérégulation de la prolifération cellulaire au niveau de cette muqueuse colique. Et c'est à partir de ces connaissances, on pourrait éventuellement mieux cibler une population plus à risque qu'une autre, d'améliorer le dépistage et en particulier d'identifier certaines entités génétiques qui prédisposent à la survenue d'un cancer, qui sont de deux types, qui sont les polyposes adénomateuses familiales et le syndrome HNPCC pour Hereditary Non-Polyposis Colon Cancer. Mais vous pouvez retenir uniquement le syndrome de Lynch, LYNCH, qui est donc le terme maintenant retenu pour parler de cette deuxième entité de cancer héréditaire colique. Donc c'est ce qu'on va voir là. Ce sont la polypose adénomateuse familiale et le syndrome de Lynch. Alors ces entités sont rares puisqu'ils se représentent moins de 5% des cancers du côlon. L'immense majorité des cancers du côlon sont dits sporadiques, c'est-à-dire sans anomalies génétiques familiales connues. Et dans ces cancers colorectales sporadiques, on considère qu'il y a deux mécanismes moléculaires qui président à la survenue de ces cancers. Un mécanisme d'instabilité chromosomique, 80%, et un mécanisme d'instabilité génétique, 15%,
Et c'est ce qu'on va décrire dans les diapositives à venir. Donc retenez, très petite proportion de cancers héréditaires, 5%, mais l'immense majorité des autres sont d'origine sporadique, avec 2 voies moléculaires, instabilité chromosomique, instabilité génétique. Donc comme vous le savez, les cancers sont c'est des maladies génétiques avec une mutation. Le plus souvent ne suffit pas à faire apparaître le cancer, il faut qu'il existe en fait une succession d'événements génétiques, une cascade d'événements génétiques, des mutations qui vont s'additionner les unes aux autres pour aboutir à une tumeur maligne. Et donc, c'est ce qui survient le plus souvent dans les cancers colorectaux dits sporadiques. Donc, vous avez ici, en fait, un petit peu de manière schématique ce qui survient dans la filiation muqueuse normale, l'apparition d'un épithélium proliférant avant la survenue d'un adénome et puis d'un adénocarcinome. Et donc, en fait, vous voyez qu'en fait, les anomalies génétiques vont survenir surtout à partir de l'adénome, avec des mutations d'un gène que l'on appelle le gène KRAS, un oncogène, des mutations dans des gènes suppresseurs de tumeurs, comme la P53. Et vous voyez que le nombre d'anomalies génétiques vont augmenter de manière considérable entre un adénome, un adénocarcinome local et vers un adénocarcinome invasif. Alors, ce qui peut se passer dans la muqueuse colique normale, c'est des anomalies germinales, c'est-à-dire que vous avez des sujets qui ont acquis par leurs parents des mutations germinales d'un gène d'un ou des gènes qui prédisposent à un cancer du côlon. En général, c'est le gène APC pour la polypose adénomateuse familiale. Et ce sont des gènes de réparation de l'ADN qui ont des noms un peu barbares, que l'on appelle MSH2 ou MLH1, qui vont prédisposer la survenue de ces cancers. Alors un mot sur la différence qui existe entre des mutations germinales et des mutations somatiques. Les mutations germinales, eh bien, en fait, l'individu naît avec une copie d'un gène qui est muté. D'accord? Et donc on comprend pourquoi ça prédispose de manière précoce à un cancer, parce qu'il suffit en fait que l'autre allèle soit atteint. Donc c'est la probabilité que l'autre allèle soit atteint est beaucoup plus rapide par rapport à des mutations somatiques, où là vous avez 2 copies d'un gène, vous naissez avec 2 copies d'un gène sain. Et donc il faut un premier événement génétique pour aboutir à un premier allèle muté, et puis après un